Merci, Monsieur Charles Saint-Pro. Je salue parmi nous l'arrivée, comme promis, de Monsieur le ministre Hervé Tcharet. Nous en sommes très ravis. Alors, je vais vous dire la communication de Monsieur Amr Moussa avant de passer au débat rapidement. Lorsque j'ai été invité par M. Mesri Haddad à participer à cette conférence sur les relations stratégiques, politiques et économiques croissantes entre l'Égypte et la France, j'ai salué cette initiative et j'aurais vivement souhaité y participer. Mais des engagements de dernière minute m'en ont empêché, du moins pour l'instant. Autrement dit, il va peut-être arriver. J'ai pris en considération la conviction exprimée par M. Haddad au sujet du rôle de l'Égypte dans l'avenir du Moyen-Orient, ainsi que sa contribution dans l'avenir de la coopération dans le bassin méditerranéen, initiative que la France et l'Égypte avaient conjointement lancée en 1993 lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères égyptienne et que M. Alain Juppé l'était pour la France. M. Haddad m'a demandé de vous adresser ce message, ce discours, au cas où je ne pourrais pas être des vôtres, ce que j'accepte avec un immense plaisir. Je voudrais d'emblée saluer les invités, parmi lesquels je compte de très chers amis qui ont grandement contribué au maintien et au développement des relations franco-égyptiennes, ainsi qu'à la mise en place d'un cadre pour les relations arabo-françaises. Cette orientation méditerranéenne est restée inébranlable dans la conscience égyptienne et française, du Forum méditerranéen à la Convention de Barcelone, puis à l'Union pour la Méditerranée sous la présidence franco-égyptienne. Je voudrais rappeler ici la déclaration du président Abdel Fattah el-Sisi lors de son investiture à la présidence égyptienne en 2014 concernant l'identité égyptienne et affirmant que celle-ci est méditerranéenne, arabe et africaine, en plus du rôle principal de l'Égypte dans le monde islamique ainsi qu'au sein du mouvement des non-alignés. Il s'agit d'une déclaration importante, non seulement parce qu'elle constitue une remise à jour des orientations fondamentales qui auront leur influence sur la coordination politique, la coopération économique et l'interaction culturelle entre la France et l'Égypte, mais aussi parce qu'elle renvoie à un vaste espace géographique comprenant de nombreux pays et territoires de l'Union européenne, de la Ligue arabe et d'autres encore du Moyen-Orient et des Balkans. En réalité, si cette vision devait être réalisée, vision méditerranéenne, et elle est effectivement réalisable, un changement radical et positif s'imposera alors pour faire de la Méditerranée et de son environnement un espace de développement, de prospérité, de compréhension et de paix. Voilà ce qui devrait constituer un élément principal de la future feuille de route. Alors j'avais, c'est anecdotique, Monsieur le ministre, téléphoné à M. Amr Moussa parce que le mot en arabe, vous le constaterez, feuille de route, ça peut renvoyer. Je lui ai dit, vous voulez dire carte géographique ou feuille de route? Il m'a dit, feuille de route. C'est anecdotique, parce que ça aurait changé tout le sens. Vous l'avez compris. Mais une telle évolution ne serait possible que si elle est pilotée par la France et l'Égypte, comme cela fut le cas lors de la première percée au début des années 90. Il serait fastidieux de parler des relations bilatérales entre l'Égypte et la France, tant elles remontent loin dans l'histoire. Elles ont commencé avec Napoléon. Je vous rappelle que le lieu où nous sommes renvoie à l'image de Napoléon. Vous avez des documents dehors parce que cet endroit a été, disons, béni par Napoléon. Et cette salle est classée. C'est un patrimoine.
Elles ont commencé avec Napoléon et son invasion de l'Égypte en 1798, et nonobstant tout ce qu'avait accompagné cette invasion, entre guillemets, comme douleur et rejet, on ne peut ignorer le fait que Napoléon a contribué à la transition de l'Égypte vers l'ère des Lumières et à la mise en contact avec le monde extérieur et ses enjeux. Depuis cette époque, et notamment avec l'arrivée de Mohammed Ali Pacha au pouvoir en Égypte, le pays fait partie de l'architecture du monde et l'un des piliers de l'édifice, avec ses visions propres et ses positions qui lui ont valu de nombreuses victoires et autant de défaites. L'Égypte est demeurée cependant une référence et la capitale du leadership du monde arabe, jouant un rôle important et actif sur la scène africaine, en plus de sa participation active au lancement du mouvement des pays non alignés pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, entre l'Occident et l'Orient. Et le rôle de Jamal Abdel Nasser reste à ce titre historique. S'ajoute à cela son leadership dans l'Union méditerranéenne, comme je l'ai précédemment souligné. En cela, nous avons encore positivement en mémoire, nous autres, en Égypte et plus largement dans le monde arabe, le rôle objectif du général de Gaulle. Au moment de la crise de 67, entre l'Égypte et Israël, lorsqu'il a inscrit la France sur une ligne indépendante de la position occidentale qui était alors sous le leadership américain. Je peux affirmer qu'une telle politique française était l'incarnation européenne audacieuse des pays non alignés. La France, comme les pays non alignés, refusait l'hégémonie et cherchait un équilibre sur la scène internationale face à la concurrence entre les deux pôles antagoniques de l'époque qui menaçaient de conduire le monde dans une guerre nucléaire dévastatrice. Quant au modernisme en Égypte, auquel la France a contribué, il suffit de me référer au rôle des universités françaises dans la préparation d'une élite intellectuelle arabe, égyptienne, génération après génération, qui ont établi un pont gigantesque entre les cultures égyptiennes et françaises, ou plutôt entre les cultures arabes et européennes, voire même entre la culture islamique et la culture chrétienne. Et je devrais rappeler quelques noms parmi des centaines d'illustres arabes dans ce domaine. Je mentionnerai Taha Hussein, Tawfiq al-Hakim en Égypte, Mohamed Harkoun d'Algérie, Amin Malouf du Liban, en plus d'autres noms immortels dans les domaines de la science, du droit, de la littérature, des arts et autres. Domaine de la science, j'ai obligation morale de mentionner un ancien patron, Rochdi Rachid, que beaucoup connaissent parmi vous, n'est-ce pas, et avec lequel j'avais travaillé au laboratoire quand j'étais nettement plus jeune. Les arts, la littérature et autres, ils ont étudié pour la plupart dans les universités françaises avant que d'autres ne s'orientent vers les universités américaines dans la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, nous devrons être tous ravis des nouvelles dimensions que prennent les relations franco-égyptiennes, aussi bien en matière de coopération économique que dans les domaines politiques et militaires. Je mentionne cela en ma qualité de président du groupe des 50, qui a rédigé la nouvelle constitution égyptienne, dont une bonne partie des débats a été consacrée aux principes constitutionnels français et à la longue marche de la France vers la démocratie. Longue, et même très longue marche vers la démocratie. Tout cela a été réalisé dans un esprit d'interaction entre la pensée constitutionnelle égyptienne et la pensée constitutionnelle universelle. Il est évident que la relation entre l'Égypte et la France a des fondements historiques, une traduction moderne et par-dessus tout un caractère pérenne. Votre séminaire permettra sûrement de consolider ces relations historiques entre deux pays, deux grands pays, l'Égypte avec son histoire, son rôle, sa position et son leadership, la France avec les valeurs de sa révolution, le dynamisme de sa politique et la puissance de son rayonnement. Je vous remercie pour votre invitation. Je vous présente mes excuses de manquer à ce grand rendez-vous par des contraintes impondérables et je salue très chaleureusement tous les participants en souhaitant plein succès
à votre séminaire. Alors,